formations allemandes ont dû se retenir. Et voici pour terminer avec l'ouest de Fribourg. La force de façon les troupes soviétiques qui en contre-attaque, les formations voici la nouvelle de la journée. Dans la région sud-ouest de Fribourg, la force de façon les Allemands attendaient les Alliés dans les ports. Somme toute, c'était logique, car depuis l'aube de l'humanité, lorsqu'on arrivait par la mer, il fallait arriver dans un port. Mais les Alliés, eux, connaissant les difficultés de prendre un port, eh bien, se sont dit, nous allons arriver par la mer, mais sur une plage. Et ça a été l'idée entièrement nouvelle de la Deuxième Guerre mondiale. Mais pour arriver sur une plage, eh bien, il fallait développer des moyens techniques nouveaux. Un, des bateaux capables de s'échouer directement sur les plages de façon à amener les troupes d'assaut et surtout les blindés. Et deux, pouvoir immédiatement apporter énormément de vivres, de matériel et de munitions pour soutenir la tête de pont, sinon on était rejeté à la mer. On estime que pour une division, c'est-à-dire 10 000 hommes, il fallait chaque jour, je dis bien chaque jour, 10 000 tonnes de matériel, munitions vives et 2500 véhicules, d'où la nécessité de gros bateaux. Et qui dit gros bateau, eh bien, gros bateau n'allant pas sur les plages, de construire un port artificiel. Ça a été la deuxième idée clé. Et ce port artificiel, il a fallu le construire en pièces détachées et l'amener ici sur la côte. Première idée donc, je coule immédiatement des bateaux qui vont me servir en quelque sorte de brise-lames. Deuxième idée, je vais construire une énorme digue de 8 km de long, constituée, vous voyez ici, par ces énormes caissons, grands comme des immeubles de 5 étages, pesant parfois jusqu'à 6 000 tonnes, et que l'on a immergé ici, tout le long de la côte. Dans cette rade, je voudrais dire calmé, où il y avait beaucoup moins de houle et de vagues, c'est-à-dire dans ce port, eh bien, on a installé ce que l'on appelle des têtes de pont pour que les bateaux puissent accoster. Et là, autre idée, vous les voyez ici, regardez cette tête de pont, ce sont d'énormes caissons métalliques pesant 1000 tonnes. Sur ces caissons métalliques qui pouvaient monter et descendre avec la marée, autrement dit, les bateaux et le quai restaient toujours à la même hauteur. Ça, c'était une idée géniale. Et enfin, il fallait pouvoir amener les véhicules qui sont à 1 km au large jusqu'à la côte. Eh bien, on a relié ces têtes de pont par ce que l'on a appelé des routes flottantes. Quelque chose d'insensé, d'inouï, entièrement nouveau. Quelque chose qui puisse résister à la houle, aux vagues, aux torsions. Vous les voyez ici, regardez ces routes flottantes. Elles sont constituées de travées métalliques de 25 mètres de longueur, portées par des flotteurs qui sont d'énormes pièces en acier et surtout en béton, pesant 16 tonnes. Et ça faisait 1,2 km de long. Tel est donc le formidable pari, la formidable réussite qu'a constitué le port d'Arromanches. Je le résume, un mécano de 500 pièces pesant 1 demi-million de tonnes, construit en 6 mois, traverse la Manche, assemblé en 8 jours, qui a fonctionné pendant 6 mois et est devenu le plus grand port artificiel du monde avec 10 millions de tonnes. Bref, l'équivalent un peu de ce qu'a été, eh oui, le programme Apollo pour la Lune. Bienvenue à Versailles, dans le quartier des Matelots, au 5e régiment du génie. Une ambiance typiquement militaire, vous voyez, avec ici le bâtiment, le poste de commandement, mais, Bigaro, la caméra, nous montre, eh bien oui, il y a du matériel ferroviaire. Pourquoi ? Ben, c'est ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'ici, il y a le mariage entre l'armée et le chemin de fer, et un mariage beaucoup plus étroit que vous le pensez. Autrement dit, l'histoire de ce régiment est intimement liée à l'évolution du chemin de fer. Autrement dit, l'arrivée du chemin de fer, disons en 1830, a quelque peu changé l'art militaire. On va le voir. Mais c'est une histoire, l'histoire de ce régiment qui remonte... Non, oui, plus de 100 ans. Suivez-moi. Et tout d'abord, le blason vous donne la teinte. Regardez, ça n'a rien de militaire. La devise, elle est apparue en 1945, mais c'est partout. Et vous allez voir, ils ont été partout, toujours réalisés. Et ils en ont réalisé des choses. Et l'emblème, regardez, vous reconnaissez la bonne vieille vapeur, et puis les ouvrages d'art, les ponts. Car Dieu sait s'ils en ont dynamité des ponts, car ce sont des sapeurs au départ, mais ô combien ils en ont réalisé. Et nous retrouvons Thierry Picot, qui est un peu l'historien du 5e régiment. Il est lieutenant-colonel de réserve, mais il a tout de même une passion pour le 5e génie. Ce régiment a été créé en 1889
Mais auparavant, il y avait déjà eu des précédents militaires, puisque la première utilisation du chemin de fer à des fins militaires en France date de 1859. Et après le désastre de 1870, des compagnies spéciales d'ouvriers de chemin de fer ont été créées, qui ont été rassemblées en Versailles, puisqu'elles venaient de chacun des 3 premiers régiments du génie. Elles ont été rassemblées en Versailles en 1872. Et il a fallu attendre encore 17 ans avant la création du régiment par un décret de Sadi Carnot. L'exemple a été fait en 1870 que l'armée prussienne avait beaucoup mieux utilisé le chemin de fer que les troupes françaises. Et donc, à partir de là, très vite, il était décidé de développer des unités militaires qui sachent à la fois construire et gérer un réseau ferré. Alors pourquoi vous appelle-t-on des sapeurs? Les sapeurs, moi ça me fait penser à ceux qui font des trous et qui mettent des mines, qui font sauter. Tout à fait. Vous êtes d'abord des démolisseurs. C'est exactement cela. Hein. Les sapeurs datent déjà de l'Antiquité et c'est un travail, effectivement. La première appellation du sapeur en France, c'est un sapeur mineur, c'est-à-dire quelqu'un qui creuse des sapes sous les murailles pour les faire s'effondrer. Après, il faut reconstruire et là aussi, c'est le génie qui contribue. La fortification a été construite aussi par des sapeurs. Mais vos faits d'armes, entre guillemets, ne remontent pas à la création du 5e génie. Vous êtes fait la main, enfin je veux dire, d'abord dans les colonies. Oui, alors les colonies, une fois que le régiment a été créé, effectivement, il y avait des infrastructures à créer dans les colonies et le régiment a été mis à contribution dès le début. Dès 1889, une première mission est partie en Algérie. Il faut montrer un peu les archives, même regardez. Regardez, ça ne s'invente pas, c'est magnifique, hein, ce que l'on trouve dedans. Alors, là-dedans, vous avez la trace de tous les travaux que vous avez effectués. Enfin, tout à fait. Allez-y, citez-nous quelques exemples. Eh bien, écoutez, nous pouvons déjà vous montrer des exemples africains, avec l'implantation d'une voie ferrée depuis le Sénégal jusque sur le cours du Niger. Ensuite, on a l'autre possibilité. Conakry, Niger. Voilà. Tout à fait. Mais nous avons aussi Abidjan, Niger. Abidjan, Niger. Voilà. Voilà, la ligne, là, pour ceux qui connaissent la géographie. Et au dos, vous avez Bénin, Niger. Et Bénin, Niger. Donc c'était un moyen pour vous, disons, d'entraîner les hommes. Tout à fait. Mettre au point les techniques, mais ce qui a servi à l'armée coloniale sur place est revenu, je vous ai dire, dans le pactole. Ça servait à l'équipement pour les civils. Tout à fait, tout à fait. Nous avons des exemples très très forts qui sont à Madagascar, qui sont au Maroc, qui sont également en Côte d'Ivoire ou au Congo, où le réseau ferré date de cette époque-là. C'est-à-dire qu'il a été construit à peu près entre 1895 et 1930, et il a été très peu modifié depuis, et bon, il a été entretenu, mais les infrastructures de base existent depuis que le régiment les a créées. Un rapide coup d'œil, on dit en termes de télévision, un rapide travelling sur les installations ici à Versailles du 5e génie, qui vous montre l'importance de tout le matériel ferroviaire qui existe ici. Matériel qui, vous avez pu le constater, malheureusement, n'est pas en très bon état. Et on s'arrête ici, car ça marque 1914. 14-18, la Première Guerre mondiale. Et là, elle va marquer un tournant capital dans l'utilisation du chemin de fer dans la logistique. Et à 2 niveaux. Le premier niveau, vous vous souvenez, c'est le chemin de fer qui a permis le transport des troupes vers le front. C'est la fameuse mobilisation. On se souvient tous de ces images à la gare de l'Est, de nos piou-piou, comme on les appelait, partant vers le front, la fleur au fusil. C'était, paraît-il, la der des der. Le chemin de fer a servi également à amener vers le front le matériel, les munitions, les chevaux et le foin pour les chevaux, car l'armée était encore une armée à cheval. Les camions ne sont apparus que beaucoup plus tard, surtout avec l'arrivée des Américains avec leur fameux camion Liberty. Donc, la partie logistique, transport de masse et rapide du chemin de fer. Mais le deuxième aspect du chemin de fer, c'est l'aspect stratégique. Or là, vous avez là, derrière moi, un spécimen. C'est un monument historique, c'est un wagon, mais c'est un wagon blindé. Vous voyez, c'est de la grosse tôle, bien épaisse, rivée sur un châssis ferroviaire tout à fait classique. Et ce wagon blindé
transportait non pas les hommes, mais transportait les munitions. Dans ce wagon, il y avait les gargouzes et les obus pour des canons, de très gros canons de marine posés sur rail, des canons de 340 à 400 mm. Alors ça mérite une petite explication. Au moment de l'offensive allemande en 1914, on s'est aperçu bien vite que les Allemands avaient, disons, prévu les choses et avaient mis des canons sur rail pour des bombardements extrêmement puissants, des barrages d'artillerie à très grande distance. La France n'y a pas cru dès le départ. Elle a pris, mauvais jeu de mots, le train en marche. En 1915, on s'est lancé dans un programme d'équipement. Et là, le front, vous savez, s'est stabilisé. Et à partir du moment où le front était stabilisé, eh bien, il fallait pouvoir utiliser des canons pour des barrages d'artillerie à 30-40 km en arrière. Et là, on a utilisé les seuls canons existants. C'était pas notre petit 75 mobile, mais c'était les canons de la marine. Donc on a utilisé des pièces de marine, des canons à longue portée, extrêmement lourds. Et pour les transporter, puisqu'il n'y avait pas de route et encore moins les chevaux, eh bien on a utilisé le chemin de fer. Et c'est ainsi que est apparue une artillerie lourde sur rail à très longue portée. Donc on retrouve ici, regardez, dans cette revue, un certain nombre de spécimens. Vous voyez donc ces monstres sur rail avec des calibres jusqu'à 240. Malheureusement, le cinéma des armées n'a pas daigné nous donner de documents, donc on en est réduit, vous voyez, à quelques photos, mais c'est tout de même étonnant de voir des canons à très longue portée qui ont circulé sur les voies. Regardez ces spécimens, où le wagon porteur, regardez ces wagons porteurs, pesait près de 300 tonnes. Et on a vu apparaître des canons capables de porter, le record, c'était jusqu'à 60 km. On se souvient de la grosse Bertha allemande qui tirait près de 100 km. Donc, c'était un tournant stratégique. Alors, astuce également, comme ces canons étaient sur ces rails, et que les canons tiraient toujours dans le même axe de la voie ferrée pour tenir compte du recul, eh bien, on avait fait des voies ferrées en courbe de façon à pouvoir orienter le canon. Cette technique a été reprise durant la guerre de 39-45, mais surtout du côté allemand, qui disposait de grosses pièces de marine, et notamment dans le mur de l'Atlantique, à côté de Saint-Nazaire, là où était le QG de l'armée allemande, il y avait de très grosses pièces de marine sur rail, qui, on le sait, hélas, ou fort heureusement, n'ont pas servi. Donc, 14 a marqué un tournant. Mais 14 a marqué un troisième tournant, ça a été l'arrivée des troupes américaines. Et quand les Américains sont arrivés, eh bien vous les connaissez, ils sont arrivés avec leur logistique, avec des locomotives, les fameuses 140 Pershing, mais également avec des wagons de marchandises dont on a trouvé de très nombreux vestiges, notamment avec des châssis de bogies extrêmement allégés. Donc voilà pour la guerre de 14. Puis on retrouve le chemin de fer, mais là, c'est encore une autre aventure, c'est 1940. Et la Deuxième Guerre mondiale, eh bien là, les choses, les donnes ont changé. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, tout de même, s'est développé l'aviation et puis le transport routier. Et donc, la part du chemin de fer s'est trouvée réduite. Et comme est apparue l'aviation, eh bien, les convois devenaient extrêmement vulnérables. Mais le chemin de fer a tout de même joué un rôle dans la logistique. On se souvient tous, je ne parle pas du côté français, puisque nous, on n'avait plus rien, mais je parle du côté allemand et du côté russe. Du côté allemand, on se souvient tous de ces images des convois transportant des troupes allemandes, de convois souvent bloqués parce que la résistance faisait sauter les voies. On se souvient de ces convois avec les chars. Les Panzerdivisions se déplaçaient en chemin de fer. On se souvient également des trains blindés, vous savez, ces monstres avec des plaques de tôle sur la locomotive et sur les wagons. On se souvient également d'avoir vu des canons sur rail, des grosses pièces d'artillerie de marine, notamment sur le mur de l'Atlantique, des pièces de marine, eh bien, qu'on rentrait la nuit dans un tunnel pour échapper à l'aviation alliée. Et puis, également, il faut se souvenir de ce chemin de fer qui, la paix revenue, a servi au redéploiement des forces françaises. Et là, le 5e génie a eu un rôle considérable dans la réhabilitation, dans la remise en état de notre réseau. Mais, souvenons-nous, en 1944, quand les Américains sont arrivés, la première chose qu'ils ont faite, ils ont amené leur logistique. Ils ont débarqué des locomotives, il y a eu les 140, des 0,30 de manœuvre, 0,30 TU, mais il y a eu également, en 1945-1946, l'arrivée des 141R, 1352 machines, la plus grosse série de locomotives à vapeur
que l'on ait jamais eu à la SNCF et des machines unifiées qui ont quelque sorte bouleversé la conception que l'on se faisait de la voiture à vapeur. Donc voilà ce que l'on peut dire en résumé de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, juste un petit détail, l'atelier où nous nous trouvons ici, au 5e génie, mérite même un coup de chapeau. Parce qu'il y a des gens qui veulent sauver ce patrimoine, qui restaurent ce matériel. Et fort heureusement, c'est grâce à eux, aujourd'hui, que l'on a des témoins. Alors, par exemple, vous voyez, ça, c'est le type même d'engin qui a circulé soit à moment de la Première Guerre mondiale, vous voyez, le locotracteur blindé et en cours de restauration. Et vous voyez, il circulait sur ce qu'on appelle la voie de Cauville, la voie de 60. Cette voie de 60 qui a permis d'alimenter le front. Il y a eu le Meusien durant la guerre de 14, et on y consacre dans ce DVD un bonus au Varinot, au Meusien, qui alimentait le front de Bar-le-Duc à Verdun, mais il y avait également le déploiement de petites voies de 60, la voie de Cauville, pour alimenter le front. Et les Américains, quand ils sont arrivés en 17-18, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont créé une véritable infrastructure ferroviaire. Les Américains voulaient avoir leurs locomotives, leur matériel et leurs hommes de troupes pour commander le matériel. Et ils ont constitué un véritable réseau sur la partie Verdun, mais également sur la Somme. Et ces images que vous découvrez sont tout de même étonnantes de voir un véritable garde-triage, et puis ces convois remorqués par des machines à vapeur, des 130 aux formes caractéristiques, dont l'une est exposée à Pithiviers, mais également les premiers locotracteurs de 50 chevaux, Baldwin. Et oui, déjà, vous voyez, la vapeur commençait à sentir son déclin. Alors, petit coup d'œil ici dans cet atelier, où donc on restaure pour sauver ce patrimoine ferroviaire. Donc là, on est dans le cadre, vous voyez, de chemin de fer de Cauville, en voie de 60, et ce qui est le plus intéressant, ce sont les locomotives ici, mais des locomotives à traction électrique, tout de même très particulière. Vous en voyez une, c'était du costaud, c'est comparable au matériel, si vous voulez, qu'on avait dans les mines pour tirer les trains, parce que ça servait non pas dans les mines, mais dans un tunnel, et n'importe quel tunnel. Ben oui, c'était la fameuse ligne Maginot. On doit tout de même tirer un grand coup de chapeau au concepteur de la ligne Maginot, bien que malheureusement, elle était contournée par les Allemands. Et donc il en reste encore, d'ailleurs si vous visitez la ligne Maginot, il y a une partie qui a été sauvée, et donc vous avez, vous voyez, ce type de locomotive électrique avec, regardez, qui fonctionnait à accumulateur, vous voyez, avec les deux gros moteur électrique, ici, à l'intérieur. Et l'une de ces machines, regardez, est là, en cours de restauration, avec une petite pointe d'humour, évidemment, avec le mannequin. Qu'est-ce que vous allez lui faire à cet engin? Vous allez le remettre à neuf complètement? Le remettre à neuf, non, pas spécialement. En fait, le but du jeu, c'est de le remettre dans son état d'origine. Donc là, actuellement, on a récupéré 2 machines de la ligne Maginot qui viennent du fort de Simserov. Avec les deux, on en reconstruit un. Donc j'ai réussi à en recompléter un au maximum. Actuellement, il était entièrement démonté. Pas tout à fait entièrement, parce que le but du jeu, c'est de le mettre en état de présentation. Le faire fonctionner, c'est pas possible. 2 moteurs de 420 volts, vu que ça fonctionnait sur caténaire, il faudra un énorme groupe électrogène derrière pour qu'il puisse avancer. Donc c'est de reconstituer une rame de la ligne Maginot comme elle était à l'époque. D'où vous vient cette passion? Ah, c'est une passion, c'est très très loin. Ça fait à peu près une dizaine d'années que je suis vraiment passionné par ce matériel-là. À peu près 5 ans que je travaille sur le matériel ferroviaire. Donc j'étais affecté à la cellule patrimoine du régiment. Parce que des matériels américains, je suis passé au matériel ferroviaire. Depuis à peu près 5 ans que j'y suis dessus. Fin donc de la Deuxième Guerre mondiale avec les dégâts que l'on connaît. Tout était à reconstruire quasiment dans le domaine ferroviaire. Et là, on a fait appel à la compétence, au bras, au savoir-faire du 5e génie. On leur demandait en quelque sorte de reconstruire ce qu'ils avaient, par certains côtés, participé à détruire. Et vous avez bien compris, comme il fallait aller très vite, il n'était plus question de refaire des ponts, des viaducs, je veux dire à la petite semaine, comme on le faisait avant, c'est-à-dire en boulonnant élément après élément pour des ponts en treillis métalliques. Non, il fallait ce qu'on appelle d'un seul coup combler les brèches. Autrement dit, prendre une portion de poutre, en quelque sorte, et puis la poser d'un seul coup sur 2 culées. Et pour cela, à l'époque, nous sommes en 1950, on ne disposait pas des moyens de levage d'aujourd'hui. Et c'est là où intervient cette idée de génie, le mariage entre le génie militaire et la SNCF,
pour avoir conçu, regardez cet engin, unique au monde, le Diplodocus. Diplodocus, pourquoi? Eh bien, en raison de sa forme. Un véritable monstre sur rail, mais extrêmement astucieux. Pourquoi? Parce que cet engin, qui est en somme une grue, pouvait prendre un élément de 50 mètres, 40 mètres de long, 50 tonnes, et puis le poser entre deux culées, une fois qu'on les avait bien sûr réparés. Et d'un second, on comblait une brèche. D'autre part, regardez cet engin, vous voyez comment il est constitué, avec ses wagons porteurs qui portent les flèches lorsqu'elles sont reposées. Eh bien, cet engin, vous voyez, circule sur une voie SNCF tout à fait classique. Autrement dit, on peut le mettre dans un convoi. On peut le remorquer à 80 km/h. Deuxième astuce, que lorsque vous prenez un élément, vous avez donc, il faut un calage, il faut éviter donc les porte-à-faux. Eh bien, l'astuce, c'était, vous voyez, il y a donc deux flèches. Pourquoi? Parce qu'il y en a une qui porte, et la deuxième ici, au bout, eh bien, on accrochait un wagon qui servait de contrepoids. Fini donc les blocs de béton que l'on met aujourd'hui dans nos grands tours. Et puis enfin, troisième possibilité, cet engin, qui avait un fourgon producteur d'énergie, on le verra tout à l'heure, eh bien, pouvait se déplacer à raison de 8 km/h sur rail. Et cet engin a permis de relever la France, car on était dans les années 50, pour relever le pays, pour redémarrer, il fallait disposer du charbon capital et du minerai de fer. Bref, remettre en route la sidérurgie. Et pour ça, il fallait vite refaire les ponts qui avaient été détruits au conflit. Eh bien, rendons hommage au Diplodocus qui a participé à la reconstruction du pays. Et il existe aujourd'hui, vous allez le voir, un personnage amoureux du Diplodocus qui l'a utilisé. Gilles, vous êtes l'un des derniers à avoir utilisé le Diplodocus. Vous étiez quoi, le conducteur, on peut dire ça? Le pilote, oui, tout à fait. Le pilote. J'ai servi pendant 3 ans et demi sur ce monstre. C'était facile à mettre en œuvre? Parfois non, parce que souvent les intempéries, il fallait mettre 45 minutes pour le démontage et le montage. Donc lorsqu'il faisait beau, ça allait, mais lorsqu'il pleuvait, il fallait tenir des délais, quoi. Ah ben c'est fait pour travailler dans tous les temps, ça. Tout à fait. Ouais. Voilà. Comment ça se passe? Ça, c'était votre place ici, là. Montrez-nous. Alors ça, c'est une des deux cabines. On a deux cabines, pour la flèche A et la flèche B. Ici, nous avons un verseur, enfin, deux commandes, un inverseur, plus un volant pour les vitesses. Donc, Non, c'est parce que l'engin était automoteur. il était automoteur, oui, tout à fait. Il se déplace à l'aide de moteurs électriques. Il se déplace à l'aide de moteurs électriques et en rampe, certaines fois, si la rampe est trop importante, nous mettons des chaînes pour relier les deux moteurs électriques de manière à pouvoir être tracté en toute autonomie. C'est-à-dire qu'il pouvait, comme la charge étant suspendue à la flèche, avancer dans l'axe de la voie pour aller la déposer. Oui, oui. Et comment vous commandiez la flèche? Alors, à l'aide de ce volant, qui est gradué jusqu'à 14 vitesses, mon chef d'engin me disait de monter par exemple la flèche, enfin le contrepoids. Donc je recevais des ordres que de l'officier de l'engin, quoi. Donc je montais, et puis tout doucement, je montais ma charge. Voilà. Une fois que ma charge était à hauteur raisonnable, je relevais mon contrepoids, et là il me disait de refouler ou de tirer. Et je me déplaçais avec ma charge et mon contrepoids. Alors vous avez participé à quelles opérations spectaculaires? Alors j'ai participé sur le chantier de Longueville en 92, à Misidon aussi, à côté du beach. J'ai Sotteville-les-Rouen, naturellement, parce que tous les ans on y allait pour les révisions. Et chantier spectaculaire, je dirais que c'était plutôt Longueville. On a fait un rallongement de passage à niveau et puis de passage souterrain. Alors l'avantage du Diplodocus, c'est que d'un seul coup, on prenait une travée de combien de mètres de long? De maximum 40 mètres. Maximum, parce que nous avons les tampons ici, et plus de 40 mètres, c'était pas possible. Hein, le moufle 55 tonnes est environ à 20 mètres. Donc 40 mètres au maximum, d'un poids de 51 kg. 51 tonnes. Et ça, on pouvait poser d'un seul coup une grosse travée pour combler une brèche. Une brèche. Voilà.
En une seule fois, et on pouvait passer dessus. Le diplodocus donc était garé normalement ici, mais également il y avait toute une phase, disons, d'entraînement, apprendre les gens à le manipuler. Donc ça se passait ici. Exactement. Je vais vous montrer. Alors avec l'équipage, régulièrement, 3 ou 4 fois par semaine, on s'entraînait sur cette brèche. Ça, c'est la travée que vous souleviez, ça. Tout à fait, on récupérait la travée, on refoulait et on mettait ça sur un wagon. On mettait ça sur un wagon et on s'entraînait à faire pivoter, à faire décalage, décalage. Calage, décalage, calage, décalage. Et donc ça représente ce que vous étiez à même de poser, c'est-à-dire, disons, 50 tonnes et 27 mètres de long. En grandeur nature, c'était exactement ça. C'est pour que l'équipage puisse s'entraîner et être au contact direct avec le tablier auxiliaire. Mon cher Philippe Merville, vous qui êtes le patron du musée de Mulhouse, allez, faites une grosse place, et puis il faut l'accueillir. C'est pas sauver le soldat Ryan, c'est sauver le soldat Diplodocus. Mais avec le Diplodocus, il y avait ce que j'appellerais la logistique tout autour, autrement dit, eh bien, les voitures de cantonnement. Bon, il n'y a pas grand monde autour d'un Diplodocus. Allez, simplement un officier et 5 hommes durant pour la manœuvre. Mais d'une manière générale, lorsque le 5e génie arrivait sur un chantier extrêmement important, eh bien, il fallait amener toute la logistique. La logistique, c'est-à-dire une petite partie de la caserne. Et tout ceci était dans des wagons qu'on appelait des rames de cantonnement. Alors, petite visite, suivez-moi. Voilà comment ça se présente. D'abord, dans une caserne, il faut assurer, la chambrée. Bon, regardez, c'était pas mal tout de même. C'était pour les hommes du rang. 2 couchettes superposées, là on a enlevé les matelas. L'armoire. De l'ordre dans l'armée. Le tableau de service. Là, la voiture atelier. Dans ce compartiment, le groupe électrogène, de façon que le Diplodocus et la rame soient autonomes en énergie. Donc il y avait un moteur diesel qui entraînait un alternateur et fournissait du 380 volts. Suivez-moi. Ensuite, eh bien, il y a ce qu'on appelle les sanitaires, lavabo, douche, les toilettes. Le chauffage est assuré, s'il vous plaît, par une petite chaufferie au mazout, comme on appelle le mazout. Voilà. Et puis, de l'autre côté, dans l'autre voiture, ça c'était les hommes du rang, et puis là on va dans le carré des officiers et des sous-officiers. C'est un petit peu mieux. Suivez-moi. Vous voyez qu'il s'agit du matériel ferroviaire tout à fait classique, des voitures qu'on appelle au CEM. Alors, vous allez voir, d'abord, petite kitchenette, parce que le cuisinier est très important à l'armée. Il y avait tout le nécessaire pour un cuisinier pour pouvoir travailler. C'était pas les wagons-restaurants, des wagons-lits, mais c'était pas mal. Ensuite, la salle de réunion pour le chef de section, avec la table. Oui, ça vous rappelle rien, ces images? Allez, vous vous souvenez, durant la Deuxième Guerre mondiale, on a tous vu ces images où Hitler utilisait beaucoup le chemin de fer pour des raisons de sécurité pour se déplacer, et il tenait ses réunions dans un wagon aménagé avec une grande table. La bonne récupération de fauteuils, c'est tout de même plus confortable que les banquettes en bois. Et puis, les chambres à coucher, cabines individuelles. Tenez, venez voir. Voilà. Donc voilà la chambre à coucher d'un officier. L'armoire, petit lavabo. Et le lit, donc, se trouvait ici avec son éclairage individuel et petite moquette au sol. Vous voyez, c'était tout de même pas mal. Et ça, vous aviez ce qu'on appelle des trains de cantonnement, composés parfois d'une dizaine, 20, 30 voitures, qui permettaient, disons, d'avoir la logistique d'un chantier lorsque on reconstruisait un ouvrage d'art. Est-ce qu'on a une idée de l'avenir de la caserne des matelots, ce qui va se passer avec la réorganisation de l'armée, le regroupement?
Non, aujourd'hui, beaucoup d'études sont faites, mais pour l'instant, on n'a rien de définitif. Donc on ne sait pas si on va garder une partie des matelots, la totalité, je ne pense pas. Simplement certains bâtiments, mais on ne sait pas encore. Mais le génie ferroviaire restera. On n'abandonne pas le chemin de fer à l'armée. Non, le régiment garde ses capacités ses capacités routières et ses capacités voies ferrées qui va être transférées à Montmelon. Donc on pourra toujours construire au niveau des camps militaires. C'est notre mission, quoi, le régiment. Construire des voies ferrées en branchement SNCF, voies militaires. Et peut-être en OPEX, et un jour, comme on l'a fait il y a quelques années au Kosovo, si on nous demande. On quitte à regret le 5e génie consacré, vous l'avez vu, à l'art du chemin de fer dans le domaine militaire. On quitte à regret parce qu'il y a encore une multitude de choses. Tenez, les exemples, voici. Vous voyez, cette rame de cantonnement qui est ici, bon, piteux état. Ça, ce sont des wagons porte-engins, porte-charges. Et vous savez-vous que le défilé du 14 juillet, eh bien, tous les véhicules blindés, les chars, arrivent ici, peuvent être déchargés à l'aide de ces wagons. Et puis là, derrière, il y a des locotracteurs. Pourquoi? Parce qu'il faut entraîner le personnel à la conduite, et il y a également des wagons de ballast, parce qu'il faut apprendre aux gens à remettre en état les voies ferrées, les aiguillages. Alors, si vous voulez en savoir plus sur le 5e génie, moi je vous conseille de lire cet ouvrage très bien documenté, très bien illustré, aux éditions Lavozelle. Le 5e génie d'hier, d'aujourd'hui, j'oserais dire, et de demain, l'aventure des sapeurs du chemin de fer.